C'est l'heure du second débat de ce Sens Public. C'est un portrait que je vous propose, celui d'un milliardaire, multimilliardaire qui veut peser de tout son poids en dollars sur la campagne présidentielle américaine. Évidemment, il s'agit d'Elon Musk, patron de X, l'ancien Twitter, de Tesla, de SpaceX, qui dépense sans compter pour faire élire le candidat républicain. Quelle est son idéologie? A-t-il une ambition politique personnelle? Comment son réseau de satellites est aussi une arme de guerre? Avant de répondre à ces questions avec nos invités, retour sur cet argent, ces millions de dollars que Musk promet aux électeurs. Marion Lompageux. Elon Musk, torse bombé, monte sur la scène du Madison Square Garden. Le patron de Tesla, casquette Make America Great Again, vissée sur la tête, est acclamé par la foule. Mais Elon Musk, c'est un enthousiaste, il n'est pas très stable, peut-être il prend un petit peu de cocaïne, et il découvre quelque chose qui est fabuleux, les meetings politiques avec Trump. Et donc, comme un gamin, il se fait plaisir, il saute, c'est un petit peu ridicule, mais il saute, il lève les bras en l'air, il pousse des cris. Le 20 octobre, Elon Musk lance une loterie dans les 7 États clés. Il promet de verser chaque jour $1 million à un signataire d'une pétition visant à protéger le premier et le second amendement de la Constitution des États-Unis, chère aux républicains. Une manière de convaincre les indécis et pour lui de mettre en avant ses idées libertariennes. Nous devons faire en sorte que le gouvernement ne s'occupe plus de la vie des gens. Et faire en sorte que l'Amérique soit le pays de la liberté. C'est ce qui a fait la grandeur de l'Amérique. Le pays de la liberté et des opportunités. Si Elon Musk se sert de Donald Trump pour diffuser ses idées, le candidat à la Maison-Blanche use de l'influence du richissime Californien pour attirer des électeurs. C'est très bon pour Trump parce que Musk a une image fabuleuse. C'est quand même l'homme le plus riche de la Terre. Il a tout réussi, Tesla, etc. Pour ces gens qui viennent au meeting, voir que cet homme si brillant, qui a tout réussi, soutient Trump, ça fait bénéficier Trump d'une sorte d'aura de légitimité. Si Musk le soutient, c'est que Trump ne peut pas être si mauvais que cela. Le résultat de la présidentielle américaine reste très incertain, mais la loterie d'Elon Musk, qui devait durer jusqu'au 5 novembre, est déclarée illégale. Le procureur de Philadelphie a porté plainte contre l'homme de 53 ans. Pourquoi Elon Musk veut-il faire gagner Donald Trump? On en débat avec Boris Malanty. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Vous êtes rédacteur en chef du service économie au Nouvel Obs, spécialisé nouvelles technologies. Et vous publiez Elon Musk, le bonimenteur. C'est aux éditions du Rocher. Yann Chantrel, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous. Vous êtes sénateur socialiste des Français établis hors de France. Marjorie Paillon, bonsoir. Hello. Bienvenue, journaliste spécialiste de la vie politique américaine. Émilie Zapalski, bonsoir. Toujours là, évidemment, éditorialiste politique. À mes côtés, cette semaine, les mardis et jeudis. Pourquoi Boris Malanty s'engage-t-il aussi fortement pour Donald Trump? Est-ce que c'est par conviction idéologique ou par intérêt économique? C'est une vaste question. S'il y a une constante dans la vie d'Elon Musk, c'est que tout ce qu'il fait, c'est pour son intérêt. C'est pour l'intérêt de ses entreprises et par extension, sa fortune personnelle. Donc là, il y a effectivement un recoupement idéologique où il rejoint des idées défendues par Donald Trump, évidemment. Mais derrière, il y a un calcul politique plus ou moins flagrant, qu'on peut détailler, oui. Aussi bien pour influer sur le programme, sur les voitures électriques, que pour essayer de prendre un peu la main sur les administrations américaines qui enquêtent fortement sur ces entreprises. Oui, on y reviendra évidemment. Elon Musk, dont la fortune est aujourd'hui évaluée à 200 milliards d'euros et qui pourrait devenir, regardez ces chiffres, le premier trillionnaire, c'est-à-dire 1000 milliards. Dès 2027, il continue de s'enrichir au même rythme. Bon, c'est évidemment vertigineux, on a même du mal à comprendre ces chiffres. Et donc, remettre $1 million par jour, on l'a vu dans une campagne électorale, évidemment, ça lui fait pas peur. Cette loterie électorale que le procureur de Philadelphie a décidé d'interdire, Yann Chantrel, c'est quoi pour vous? Est-ce que c'est le symptôme d'une démocratie américaine qui est quand même malade? Je pense que même au-delà de ça, c'est le symptôme d'un capitalisme dérégulé, mondialisé. Je pense qu'il en est la parfaite incarnation. Et Trump également, dans son amoralisme total, ce capitalisme où l'argent pour faire de l'argent, en fait, parce que c'est ça, parce que ça a été très bien dit par monsieur. Le seul intérêt de ce monsieur, c'est uniquement son portefeuille et de faire du profit. C'est la seule chose qui compte, parce que ces idées, elles ont pu bouger, parce qu'à un moment donné, il a même financé les démocrates, quand il considérait que c'était son intérêt de les financer. Il faut voir que ces personnes-là ne raisonnent uniquement par intérêt économique. Son intérêt du moment, effectivement, c'est de soutenir Donald Trump, parce qu'il sait qu'aussi,
au sein des démocrates, on souhaite justement remettre en place des lois antitrust. On souhaite déréguler, on souhaite déconstruire ces empires qui ont maintenant plus de pouvoir que des États, à tel point que maintenant, ils n'ont même plus peur de financer secrètement des campagnes, ils le font à visage découvert. C'est-à-dire que c'est vous montrer dans quelle dérive nous sommes amenés. C'est-à-dire qu'en fait, la corruption, elle est à visage ouvert, elle est maintenant publique, et je pense que ça, c'est le pire de scandale. Et ils attaquent des fondements de la démocratie. C'est le système électoral américain qui l'autorise. Et la décision d'il y a 15 ans de la Cour suprême, on est en train de le payer, justement, avec les super PAC qui sont financés de manière quasi illimitée par ce type d'individus. Ça, c'est une dérive vers laquelle il ne faut surtout pas aller, la dérégulation, parce que quand vous permettez à ceux qui font toujours plus, il y a un filtre dans la démocratie américaine qui est un filtre par l'argent, qui a toujours été le cas, qui est encore beaucoup plus fort. Donc le mythe des entrepreneurs qui sont partis de zéro et qui pourraient devenir président, ça n'est qu'un mythe. Ce sont que des gens qui sont ultra riches. Trump lui-même est un ultra riche qui peuvent éventuellement espérer la victoire à la fin. Pour intégrer Elon Musk dans cette famille des géants de la tech, est-ce que c'est le seul à soutenir à ce point Trump pour avoir intérêt à une victoire de Trump, Marjorie Fraillon? Il y a un épisode qui s'est passé en 2016. À l'époque, on est en décembre. Donald Trump est president-elect, président élu, comme on dit aux États-Unis, et il convie tous les patrons de la Silicon Valley à la Trump Tower à New York, sachant que l'ensemble de la Silicon Valley en 2016 a fait campagne pour Hillary Clinton contre Donald Trump, surtout notamment sur les sujets d'immigration, puisque l'ensemble de la Silicon Valley a besoin des talents de l'immigration pour pouvoir produire de l'intelligence artificielle, des devices, des voitures électriques ou encore des satellites. Et il y a un homme à la manœuvre qui s'appelle Peter Thiel. Peter Thiel, c'est un des plus gros investisseurs, non seulement de la Silicon Valley, mais surtout de la côte Est aujourd'hui, puisqu'il ne vit plus à San Francisco en l'occurrence, comme Elon Musk qui vit en l'occurrence au Texas aujourd'hui. Et Peter Thiel connaît très bien tout le monde, notamment Elon Musk, puisque c'est avec Elon Musk qu'il a fondé PayPal et financé PayPal, le système de paiement, au tout début des années 2000. C'est le point de départ de la fortune d'Elon Musk. Absolument. En ce jour de décembre 2016, Donald Trump somme l'ensemble des patrons de la vallée à venir le rejoindre à New York pour discuter avec eux. Alors, pendant tout un week-end, ils passent des coups de fil, ils ne savent pas très bien sur quel pied danser, est-ce qu'ils y vont, est-ce qu'ils y vont pas. Ils finissent quand même par y aller. Il y a un tour de table qui est ubuesque, où on voit une image de ces patrons qui sont finalement au garde à vous devant Elon Musk, devant Donald Trump. Vous voyez, vraiment, le lapsus est tellement... Je vais le faire plusieurs fois pendant le débat. Ça me fait plaisir. Ils ont une sonorité de nom qui est un peu la même. Et finalement, en réalité, la morale de tout ça, c'est que devant les raisons du business, les valeurs politiques s'effacent. C'est aussi simple que ça. Ces patrons-là, ils savent en effet qu'ils ont besoin d'avoir un pouvoir à leur côté pour éviter des tentatives de dérégulation. Alors, c'est intéressant. Sur le rapport de force, peut-être, on essaye... Alors, notre débat, il est centré sur la personnalité d'Elon Musk et sur ses relations avec Donald Trump. Donc, sur leur rapport de force, vous racontez dans votre livre une histoire quand Trump est président. Il est à la Maison-Blanche et on a Elon Musk qui vient quoi ? Qui vient... quémander des subventions en quelque sorte, c'est ça ? C'est ce qu'a raconté Trump, oui, parce que l'expérience s'est mal finie entre les deux à ce moment-là. Ils se sont très vite brouillés et Musk a quitté le comité assez vite en claquant la porte sous prétexte de manifester son mécontentement de la sortie des États-Unis des accords de Paris. Et à l'époque, en tout cas, Donald Trump a dit qu'il se mettait à genoux et il a multiplié les insultes à l'égard d'Elon Musk. Visiblement, ils se sont bien réconciliés. Ils ont eu une bonne entente entre-temps. Et là, on voit clairement qu'Elon Musk a un poids et une vraie influence sur Donald Trump en ce moment, sur son programme. Quelque chose de tout simple. Depuis qu'il le soutient officiellement, depuis qu'il l'a rallié, Donald Trump, qui était systématiquement dans le dénigrement des véhicules électriques, qui voulait revenir sur les politiques mises en place par les démocrates, notamment une prime à l'achat, a dit maintenant je soutiens les véhicules électriques, j'ai pas le choix, Elon Musk me soutient, il faut que je lui dois bien ça. D'accord. Alors, il y a aussi une question qui me semble très intéressante, c'est la question du fonctionnement de l'État fédéral, le poids de l'État fédéral sur la vie quotidienne des Américains. Et là-dessus, Donald Trump, s'il est élu, a annoncé qu'il va confier une mission à Elon Musk. Alors, on va écouter les deux hommes sur ce thème. D'abord, Trump, c'est lors d'un discours à New York, c'était le 5 septembre, quand il parle de son programme économique, il est devant un parterre de chefs d'entreprise.
Je mettrai sur pied une commission gouvernementale chargée de conduire un audit complet en termes financiers et de performance de la totalité du gouvernement fédéral en vue de faire des recommandations pour des réformes draconiennes. Nous devons le faire. Nous ne pouvons pas continuer ainsi. Et Elon a accepté d'être à la tête de cette commission. And Elon, because he's not very busy, has agreed to head that task force. And I've had many conversations with President Trump. Oui, j'ai eu de nombreuses conversations avec le président Trump, qui est tout à fait d'accord pour dire que nous avons besoin d'une réforme gouvernementale importante. Nous devons faire en sorte que le gouvernement ne s'occupe plus de la vie des gens et faire en sorte que l'Amérique soit le pays de la liberté. And have America be the land of liberty. Nous devons faire en sorte que le gouvernement ne s'occupe plus de la vie des gens. C'est quand même assez dingue, Yann Chantrel, d'entendre une phrase pareille, quoi. C'est assez dingue, mais quelque part, ça parle aussi aux Américains. Les Américains aussi, je ne dis pas sont construits, mais d'ailleurs, c'est assez... C'est un pays que vous connaissez très bien. Oui, que je connais très bien. Je connais beaucoup de gens qui y vivent actuellement aux États-Unis, qui sont engagés dans la campagne, parce qu'il faut voir aussi qu'il n'y a pas que la campagne présidentielle. Je pense que c'est un élément important à avoir en tête. On parle beaucoup de l'élection présidentielle, mais le pouvoir, il est aussi au Parlement, qui plus est aux États-Unis. Et là, il y a un enjeu majeur, parce que le Parlement, le Sénat notamment, peut également basculer en faveur de Donald Trump. Surtout qu'il a ratiboisé tous ceux qui s'opposaient à lui dans les législatures précédentes. Donc là, il aurait encore plus un Parlement à sa main qui est un véritable contre-pouvoir. Alors sur le désengagement de l'État fédéral. Sur le désengagement de l'État fédéral. Alors après, on est dans un pays qui est très particulier, qui est pour le coup très déconcentré, où il y a beaucoup de pouvoir qui va également aux États fédérés. On est dans un État fédéral. D'ailleurs, le président des États-Unis, souvent, on s'offusque par rapport au mode d'élection, mais il est avant tout élu des États. C'est pas de la population américaine. Pour que les États soient fédérés, il faut qu'ils puissent être représentés, sinon ils ne se fédéreront plus. Il risque d'y avoir des scissions, d'où l'importance qu'ils soient représentés à égalité. Alors après, ces discours anti-establishment, on les a tous connus il y a la haine de Washington, entre guillemets, quand on est à l'autre bout de la côte, ça paraît lointain également. Donc il parle également aux gens en disant, dans cette culture américaine, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les Américains qui sont venus, les pionniers, sont venus en plus, et c'est ça qui est paradoxal, ils se sont construits contre les monopoles qui étaient les monopoles de la bourgeoisie européenne. Eux, ils ont voulu repartir justement sur des États beaucoup plus égalitaires, dans le sens on brise les monopoles, et on est dans un paradoxe flagrant que finalement, ils n'ont jamais été aussi puissants et aussi forts. Et le double discours, c'est d'envoyer un genre de message, le pouvoir va être au plus près de vous, Washington accapare les pouvoirs. Sauf que ce qu'il faut savoir, c'est que Washington n'intervient pas autant que ça dans la vie des gens. Comme je vous ai dit, c'est beaucoup d'États fédérés qui interviennent. Et avec quand même un paradoxe ou, je ne sais pas, un double discours, Boris Mananti, chez Elon Musk. Il se présente comme un libéral, voire un libertarien. Mais qu'est-ce qu'on peut dire de son succès de business et de ses liens avec l'État fédéral, justement? Ces entreprises, SpaceX ne repose quasiment que sur les contrats américains, de l'État américain. Tesla a été très largement subventionné. Rien que l'année dernière, les entreprises de Musk, on est autour de 3 milliards de subventions. Il y a des subventions à l'installation de nouvelles usines régulièrement, notamment au Texas. C'est un empire qui s'est bâti sur les subventions publiques. Il ne vit qu'avec l'argent public à la base pour créer ses entreprises et ses succès. Donc c'est clairement très paradoxal. Et il y a un conflit d'intérêts majeur sur cette commission que pourrait lui confier Donald Trump, dans le sens ces entreprises sont sous le coup d'une vingtaine d'enquêtes administratives, aussi bien sur la sécurité des Tesla que les dégâts environnementaux causés par les fusées SpaceX. S'il était à la manœuvre, en tout cas, pour contrôler les administrations, il pourrait couper les budgets des administrations qui font des enquêtes sur ces entreprises. Marjorie Paillon, ça veut dire que cette commission, elle est quoi? Elle est imaginée sur mesure pour Elon Musk? Qu'est-ce qu'on peut en dire? Quelque part, oui. Je pense que là, on est vraiment devant deux égos qui font de sur-mesure de circonstances. D'abord parce que on verra bien jusqu'à quel moment cette bromance entre Donald Trump et Elon Musk... Oui, on a vu qu'ils pouvaient s'insulter aussi. Avant de se tomber les bras dans les bras l'un de l'autre, ils se détestaient copieusement. Boris le rappelait. Mais Donald Trump a lancé des attaques fulminantes contre Tesla et les voitures électriques
climatique parce que le changement climatique n'existe pas, c'est bien connu. Et Elon Musk, de son côté, ne se privait pas pour dire que Trump ne représentait certainement pas les valeurs américaines. Donc vous dites, attention, ça va peut-être pas durer... Ça va durer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'intérêt à ce que ça dure, en réalité. C'est un mariage de circonstances, mais un mariage de circonstances en grande pompe, avec un show à l'américaine permanent, à tel point qu'on se demande si... Aujourd'hui, il n'y a pas un dark vice-président, puisque vous le savez, quand Elon Musk s'est présenté au meeting de Butler, qui revenait sur les traces du meeting où Donald Trump a subi une première tentative d'assassinat le 13 juillet dernier, il s'est présenté avec une casquette Make America Great Again en noir et disait « I'm Dark MAGA », je suis le MAGA noir, je suis le chevalier noir MAGA. Donc voilà, est-ce que c'est pas en fait le véritable dark vice-président de Donald Trump? C'est une vraie question, puisque J.D. Vance est finalement assez il est présent sur cette campagne, bien évidemment, le vice-président sur le ticket républicain, mais on a quand même l'impression qu'Elon Musk... Médiatiquement, Elon Musk prend de plus en plus de place. Ceci dit, J.D. Vance, c'est extrêmement intéressant parce qu'on parlait des libertariens, on parlait de Peter Thiel tout à l'heure. Il se trouve que tout sénateur de l'Ohio qu'il est, il ne le serait jamais devenu si Peter Thiel lui-même n'avait pas injecté 45 millions de dollars dans sa campagne. Il a été élu donc sénateur de l'Ohio en 2022 et lui et Peter Thiel se connaissent depuis très longtemps, notamment parce que lors de ses études de droit, il rencontre Peter Thiel qui vient faire un discours dans son université. Et là, il tombe en amour, comme diraient les Canadiens, les Québécois en tout cas, devant Peter Thiel et sa philosophie libertarienne, à tel point que Thiel lui donnera la coprésidence dans ses fonds d'investissement et puis investira dans ses premières startups. Donc on se demande là, au moment où on se parle, si Peter Thiel, la PayPal Mafia et Elon Musk n'attendent pas un retour sur investissement, comme on dit dans la vallée. Oui, effectivement, c'est une des hypothèses qu'on peut raisonnablement analyser ce soir. Dans cette campagne électorale, il y a aussi évidemment le réseau social X, l'ancien Twitter, le réseau social X qui appartient aujourd'hui à Elon Musk, qui pèse très lourd. Et Émilie, il s'est révélé être finalement, Musk, une sorte de porte-parole d'un certain nombre de thèses complotistes, notamment de l'extrême droite. Oui, au départ, l'idée, c'est de répondre à sa valeur absolue. Hein. Vous en avez parlé, la liberté de parole absolue, même si c'est à géométrie variable. Donc, une fois l'achat de Twitter réalisé en 2022, et après avoir consulté ses abonnés, il réhabilite quelques 10 000 comptes qui avaient été suspendus. Évidemment, celui de Donald Trump, qui avait été banni du réseau social après l'assaut du Capitole à Washington en janvier 2021. Mais il remet aussi en ligne les comptes de Marjorie Taylor Greene, députée républicaine qui relaie des rumeurs anti-vax, James Lindsay, un idéologue homophobe, ou encore celui d'un militant d'extrême droite, rédacteur de The Daily Stormer, le plus influent site néo-nazi américain. Il se base aussi sur les réponses de ses abonnés, hein, c'est le gage. Il réactive le compte de l'américain Alex Jones, fondateur du site Infowars, figure de proue du complotisme en ligne et de l'extrême droite américaine. L'homme, notamment, avait prétendu que la fusillade de Sandy Hook en 2012, donc dans une école du Connecticut, 26 personnes qui avaient été tuées, eh bien, il prétendait que c'était une mise en scène pour promouvoir le contrôle renforcé des armes à feu. Effectivement, Elon Musk qui relaie lui aussi directement un certain nombre de ces... Oui, il relaie, il retweet des fausses informations sur les machines à voter, par exemple, qui auraient été utilisées à Philadelphie en 2020 et qui aurait bénéficié à Biden. Pourtant, cette thèse avait été démentie. Elle avait même été l'objet d'une grosse amende qu'avait reçue Fox News, 800 millions de dollars. Il assure que, tout simplement, que les démocrates font venir des migrants illégaux qui, une fois nationalisés américains, peuvent voter, évidemment, pour Kamala Harris. Il n'hésite pas aussi à voler au secours d'Alain Soral, suite à sa condamnation pour insulte homophobe à l'encontre d'une journaliste suisse. Il avait eu 60 jours de prison ferme. Ce qu'il a écrit était certes grossier, mais de là à en faire un délit pénal, avait tweeté Elon Musk, on parle de l'insulte grosse lesbienne. Il invite aussi ses abonnés à suivre le lapin blanc. Alors là, c'est une petite métaphore qui est connue justement dans les milieux complotistes. En gros, c'est pour arriver dans un monde alternatif où on obtient toute la vérité, la grande vérité. Et il dit qu'il faut prendre la petite pilule rouge imaginée dans le film Matrix, même objet, c'est avoir cette vérité qu'on ne nous donne pas. Et puis alors, vous avez cité Alain Soral, donc la France. Il y a d'autres éléments qui nous concernent directement. Plus près de nous, au-delà d'Alain Soral, il y a la cérémonie
cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Il avait participé avec d'autres voix françaises à considérer que le tableau qui évoquait la scène était extrêmement irrespectueux envers les chrétiens. C'était tel qu'il l'a écrit, en anglais évidemment. Il a qualifié la prestation de Philippe Catherine de christianisme édenté. Alors moi j'ai essayé de comprendre, mais j'ai pas très bien compris ce que ça voulait dire. Mais enfin j'ai compris que c'était contre le christianisme. Et en septembre dernier, très drôle, hein, mais oui, bon, c'est assez drôle en fait. Voilà. Ça, c'est pas notre débat. Ouais. En septembre dernier, il a réagi aussi sur X à l'incendie de l'église de Saint-Omer, alors que la cause n'était pas connue. D'abord, c'est parti d'un post de Peter Sweden, un certain Peter Sweden qui écrit « Une autre église française est en flammes. Celle-ci date de 1854 et a survécu à 2 guerres mondiales. Pourquoi ça continue d'arriver? Les médias ne vous montreront pas ça. » Musk lui avait répondu en disant « Is this definitely arson ?» Ça veut dire, est-ce que c'est vraiment un incident criminel? Et en gros, ce post, qui était un petit peu d'origine complotiste, a été vu par près de 10 millions de personnes. Donc cette puissance de frappe, évidemment, elle est énorme, même si Twitter est un peu moins fort que que Facebook et que Instagram. Lui, il a pas moins de 200 millions d'abonnés. Et puis, il a mis fin, je ne l'ai pas précisé au départ, mais à la modération. Donc finalement, toutes les thèses, elles peuvent... Oui, il n'y avait déjà pas beaucoup d'argent mis par Twitter avant, mais alors là, il n'y a vraiment quasiment plus... Toutes les thèses les plus farfelus, les plus racistes peuvent s'épanouir pleinement et même pas entre les lignes. Donc finalement, d'un entrepreneur génial, parce qu'il est quand même ça aussi, il est devenu un acteur puissant, vous l'avez dit, plus puissant que certains États, capable de propager toutes les thèses qu'il veut, des plus complotistes ou extrémistes. Pour conclure, c'est pas le seul à mettre cette stratégie. Ben non, il y en a d'autres. On en a parlé, un patron de médias finalement. On parlait de Rupert Murdoch avant, mais chez nous même Vincent Bolloré, qui avec son empire médiatique est au service finalement de l'extrême droite. Mais la différence, c'est que c'est pas un média, X, c'est véritablement libre. C'est encore plus libre que des médias qui quand même sont contrôlés. Et on l'a vu pour Vincent Bolloré. Là, la liberté du réseau qu'il gère est telle que rien finalement ou presque ne peut l'arrêter. Est-ce qu'il est obsédé par cette lettre X, Marjorie Paillon? Il est obsédé. Vous avez vu Elon Musk sautillant sur scène plusieurs fois. Quand il saute, je vais essayer de le faire en même temps, quand il saute comme ça avec les bras en croix, c'est pour faire la lettre X, justement. C'est un petit jeu auquel il s'est Et ses enfants aussi, qui sont appelés. Alors, il y a du X un petit peu partout. Il y a notamment une des sociétés qu'il a fondée, qui pour l'instant reste très mystérieuse, qui s'appelle X.AI, qui est une société d'intelligence artificielle dont on ne sait pas exactement ce qu'il veut faire, parce que vous le savez, c'est aussi mué en chevalier noir de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire que c'est une technologie qu'il adore détester. Il en est à son 600e épisode de lettres ouvertes ou d'appels au gouvernement et aux intellectuels de ce monde pour se monter contre l'intelligence artificielle. Et en gros, ce qu'il joue, lui, c'est le match augmentation des machines contre l'augmentation de l'homme. Vous savez qu'il a notamment une autre société qui s'appelle Neuralink, qui, elle, travaille sur des puces, des implants neuronaux pour augmenter et réparer le cerveau et les capacités humaines. Donc, il ne faut pas oublier non plus que, je ne veux pas faire de parallèle contre eux, mais que Elon Musk est né en Afrique du Sud, dans une famille croyant à l'apartheid, en tout cas du côté de son père, que c'est un fervent partisan du port d'armes et qu'il a acquis depuis 2 autres nationalités en plus de la nationalité sud-africaine, canadienne et américaine. Ce qui est assez intéressant dans sa croisade, au-delà de la croisade anti-woke, c'est devenu un point, on peut dater au tweet près le moment où Elon Musk embrasse cette cause anti-woke, au moment où un de ses 12 enfants on racontera l'histoire de son fils, de son fils, de fille. Au-delà de cette question-là, sa croisade contre l'immigration illégale, puisque je vous le rappelle, 2016, il fait corps avec l'ensemble des patrons de la Silicon Valley pour dire on a besoin d'immigration, ce sont des talents dont on a besoin justement pour l'industrie tech. Et aujourd'hui, c'est un des chants contre l'immigration illégale, justement, et ça fait aussi partie d'une de ces rhétoriques désormais. Il s'est donc mué, en effet, totalement en patron d'une plateforme qui devient de plus en plus d'extrême droite. Je rappelle en même temps qu'un des features qui est en train d'être bloqué sur X en ce moment, c'est notamment le fait de ne pas pouvoir signaler ni bloquer des utilisateurs ou utilisatrices qui vous harcèlent. Vraiment dans la parole de liberté d'expression, de haine, etc., totalement libérée. Vous dites que la prise de contrôle de Twitter à l'époque, c'est une vraie bascule dans l'histoire de Donald Trump. Pourquoi ? Dans l'histoire d'Elon Musk. D'Elon Musk. Oui, je fais de la
lapsus. Je le savais. Dans l'histoire d'Elon Musk. Oui, on a observé chez lui un glissement. Effectivement, au tweet près, on peut voir un peu comment l'homme évolue. Au moment du Covid, moi je le daterai à ce moment-là, et des confinements décidés en Californie, il s'insurge contre l'État fédéral qui essaie de protéger la population. Et ses proches, en tout cas, commencent à partager qu'il passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux et les sites de désinformation à relayer toutes les théories complotistes. Et de là, il y a un glissement qui se caractérise, qui prend vraiment forme en 2022 avec le rachat de Twitter. Son biographe officiel, Walter Isaacson, a expliqué que c'est la transition de son aîné, qui est devenue femme transgenre, et surtout qui a coupé les ponts complètement avec lui, qui l'a fait basculer dans cette idée de combattre le wokisme et donc d'utiliser finalement Twitter, de transformer Twitter en porte-voix des idées les plus conservatrices, les plus d'extrême droite et les plus complotistes. Récemment, il a fait un petit parallèle sur ce que pouvait être Twitter X aujourd'hui, avec la fenêtre d'Overton, ce concept de comment évolue l'acceptabilité de certaines idées, en particulier les plus difficiles par la société, et comment on peut bousculer un tout petit peu les programmes politiques. On a une réaction d'Elon Musk sur cette question du wokisme, puisque vous l'abordez l'un et l'autre. Allez, je fais remonter ce chapitre. Il était invité en Italie par Giorgia Meloni, essentiellement pour parler d'immigration, mais dans sa prise de parole, il s'attaque, je pense qu'on est prêt en régie, merci de me le dire dans l'oreillette, il s'attaque à ce qu'il appelle le virus du wokisme, Elon Musk. Vous voulez que les gens réussissent en fonction de leur travail et de leur talent, et non de leur identité, qu'ils soient hommes ou femmes, de leur race ou de leur sexe. Ce genre de choses est en train de se créer. C'est une guerre mentale artificielle, une guerre civile, et ce n'est pas amusant. C'est comme si le virus woke et le plaisir étaient incompatibles. Yann Chantrel, c'est un retour en arrière sociétal qui menace les États-Unis, parce que Donald Trump, il n'est pas en reste sur ces questions-là. Après, il y a toujours eu un courant conservateur aux États-Unis, même chez les républicains, qui sont anti-IVG, qui sont contre les droits des minorités. C'est pas nouveau, là, il y a une accélération, effectivement. Et il y a des choses inquiétantes, parce qu'ils attaquent des piliers qui n'étaient pas attaqués avant par les républicains. Quand je dis ils attaquent les médias, c'est un des piliers de la démocratie. Trump passe son temps à affaiblir tous les piliers qui étaient les piliers de la démocratie, que ce soit les médias, que ce soit la justice qui remet en cause. Vous avez vu toutes les affaires judiciaires qu'il y a. Il faut quand même se dire que potentiellement, peut-être président, une personne qui a souhaité renverser finalement, faire un coup d'État, et qui puisse être à nouveau aux manettes. Je pense que je me demande si les institutions américaines, qui sont très fortes, très puissantes, surtout s'il y a le Congrès, vont résister à ça. Parce que c'est terrible le message qui est envoyé. C'est finalement un message d'élection d'une personne qui n'est pas démocrate, puisque lui-même, c'est l'un des rares à ne pas reconnaître les résultats des élections et qui anticipe la non-reconnaissance à des élections, d'ores et déjà. Il y a même des gouverneurs qui sont proches de lui dans des États clés qui ont eux-mêmes dit qu'ils ne remonteraient pas les résultats s'ils ne sont pas en faveur de Trump. Et ça, on n'a jamais vu ça aux États-Unis. Donc je pense qu'on n'a pas conscience à quel niveau d'extrémité nous sommes, de point de basculement des États-Unis d'Amérique, qui ne viennent pas juste de maintenant, qui est un long processus. Finalement, Trump, il profite aussi, et il y a certaines corrélation qui peut être faite avec notre pays à travers la mondialisation également dérégulée qui crée des monopoles aussi, des super riches qui sont plus puissants que des États. Et il y a aussi les perdants de la mondialisation dérégulée auxquels, paradoxalement, alors que Trump est un profiteur de la mondialisation, auquel il s'adresse principalement à cet électorat qui est dans justement les États pivots, qui votent pour lui. Donc c'est tout le paradoxe justement de cette élection. Et au niveau du conservatisme, alors là ils me font bien rire les woke, mais woke ça veut dire être éveillé. Être éveillé. Oui. Alors après, il y a un certain nombre de... Par rapport, après, il y a quand même un certain nombre de dérives aux États-Unis. Il y a certaines choses, mais par rapport aux discriminations, tout simplement, quelles qu'elles soient, que ça soit en fonction du genre, que ça soit en fonction aussi de la couleur de peau. Et donc, on devrait tous, quelque part, être éveillés par rapport à ces sujets-là. Non, juste, je suis d'accord sur tout votre constat, mais on enlève quand même une partie d'Elon Musk, et vous en avez parlé tout à
à l'heure, de recherche. C'est vrai que c'est à partir de subventions publiques. Mais et qu'est-ce qu'on fait, nous, en France? D'ailleurs, on ne le fait pas parce qu'on ne finance pas assez la recherche. Et du coup, on n'a pas de vaccin. Donald Trump, c'est quand même un des dirigeants qui a mis le paquet pour le vaccin et qui a eu un vaccin en je ne sais plus combien de mois pour le Covid. Il a fait ce pari. Ce que je veux dire, c'est que l'association des deux, c'est aussi quelque chose qui est porteur. Il y a beaucoup d'opportunisme entre les deux, mais c'est aussi quelque chose qui, même si c'est conservateur, moi je pense que c'est plutôt son histoire familiale qui fait que tout d'un coup il tombe dans l'anti-wokisme, mais bon. Mais il y a quelque chose de l'ordre d'une vision, d'une recherche, de choses qui sont nouvelles, qui en imposent. Et je pense qu'il n'y a pas que ces aspects négatifs, et c'est pour ça que ça séduit aussi. Je pense qu'il ne faut pas enlever cette partie quand même très positive que porte Elon Musk, et qui est partagée par... c'est aussi un succès de businessman qu'on ne peut pas nier. Ça, qui prend avec lui et que Donald Trump pourrait aussi utiliser, parce qu'économiquement, je suis désolée, les États-Unis, nous, on est une cacahuète à côté. Enfin, ils font des paris qui sont à la hauteur de la vision qu'a Elon Musk. Justement, parmi ces paris, il nous reste une dizaine de minutes dans ce débat. Il y a un thème qui est passionnant, qui rejoint un peu tout ce qu'on vient de se dire, à la fois sur le monopole, sur l'innovation, mais aussi sur le pouvoir politique et presque militaire. C'est l'histoire de SpaceX et du réseau de satellites Starlink. On va en parler tout de suite avec Steve Jourdain. Rebonsoir Steve. Donc Elon Musk, j'ai cité les deux noms, c'est SpaceX, mais aussi Starlink. De quoi on parle? Oui, vous avez peut-être déjà aperçu ces grappes de satellites qui scintillent dans le ciel. Pas plus tard que dimanche, on est en Saône-et-Loire. Voici ce que certains ont pu voir, cette grande ligne blanche qui scintille. C'est quelqu'un qui a posté ça sur X, donc pas sur Twitter, sur X. Alors on connaît les fusées. Donc ça, ce sont des satellites, juste pour préciser, ce sont des satellites. On connaît les fusées que l'entreprise SpaceX lance régulièrement, mais pour Musk, ce que projettent ces fusées dans l'espace est au moins aussi important. Un nom, Starlink, vous l'avez dit tout à l'heure Thomas, comme le nom de cette filiale de SpaceX créée il y a 5 ans et dont l'objectif est de fournir une connexion Internet ultra rapide sur l'ensemble de la planète. Une méthode pour ça, des milliers de satellites qui bourdonnent un peu partout autour du globe. Le rythme de lancement de ces engins est spectaculaire. On parle de plusieurs dizaines par semaine. Au mois de septembre, 5 ans après les tout premiers lancements, on comptait déjà 6426 satellites en orbite. Plus de 6300 d'entre eux fonctionnent déjà à plein régime. Ils permettent de fournir Internet à plus de 4 millions de clients dans plus d'une centaine de pays, Thomas. Et l'utilisation de Starlink, elle se généralise petit à petit? Oui, si vous vous connectez sur le site de l'entreprise, vous pouvez voir précisément jusqu'où va la couverture Internet. Ici au Sénat, aucun problème, on capte, on peut recevoir Starlink. Ce qui est plus intéressant, c'est que des endroits du monde jusque-là inaccessibles sont aujourd'hui potentiellement connectés. Des tribus d'Amazonie, par exemple, reçoivent Internet depuis l'année dernière. Ici, on est chez les Matsé, un peuple amérindien qui vit au Brésil, à la frontière du Pérou. On est à plus de 500 km et 3 jours de pirogue de la ville la plus proche depuis la connexion de l'antenne Starlink l'année dernière. La vie des habitants de ce village a changé. Ils peuvent se connecter sur TikTok et voir des vidéos de Thomas Hugues en train de se trémousser. Il n'y a aucune vidéo de la musique. Je ne suis pas sur TikTok. C'est de la calomnie, monsieur. Ces habitants peuvent aussi envisager l'avenir plus sereinement. Écoutez. À l'avenir, on aimerait pouvoir recevoir des formations d'ingénieurs civils, de géologues, d'architectes, de juristes, d'infirmières, de pouvoir travailler dans l'administration ou dans divers domaines, le secteur de la chimie, le secteur de la sylviculture. Ce sera plus facile grâce à l'accès à Internet. C'est vraiment notre rêve pour l'avenir. La même chose pour d'autres zones dans le monde jusque-là non couvertes par Internet. Ce qu'il faut savoir, c'est que Starlink est un service payant. C'est même un business florissant à tel point que l'entreprise est devenue aujourd'hui le moteur en quelque sorte de l'empire Musk. En 2022, SpaceX a touché 1,4 milliard d'euros de revenus en provenance de Starlink. En novembre 2023, le milliardaire a annoncé sur X que Starlink avait atteint son seuil de rentabilité. Il se félicite aussi que l'entreprise représente désormais la majorité des satellites actifs autour de la Terre, Thomas. Et j'ai employé le mot tout à l'heure, ça pose une question de monopole de Musk sur ce secteur. C'est très simple, près de 2 tiers de ce qui tourne aujourd'hui autour de la Terre appartient à Elon Musk. SpaceX ambitionne de porter le total de ses satellites dans l'espace à 42 000. On en est aujourd'hui à seulement, entre guillemets, 6 000, on le disait tout à l'heure. À ce jour, la Commission fédérale des communications des États-Unis, la FCC, a accordé à SpaceX l'autorisation
de faire voler jusqu'à 12 000 engins, mais Musk a déjà déposé des documents pour obtenir de nouvelles autorisations auprès des régulateurs. Merci beaucoup Steve Jourdain, Boris Malanty. Et on voit bien, là encore, l'intérêt que Elon Musk pourrait trouver à une réélection de Donald Trump, simplement sur ce dossier du nombre de satellites qui va être autorisé à envoyer sur des petits satellites. Hein, il faut petits satellites, tout petits satellites. Des connexions, et ça permet aussi de potentiellement contrecarrer des projets qui pourraient y avoir concurrents, évidemment. Notamment des projets chinois. Je crois que la Chine essaye de s'y mettre, mais bon, pour l'instant, ils sont tout petits par rapport à Musk. Mais ce qui n'a peut-être pas été dit, ce qui est important, c'est que quand on laisse se faire et s'installer un monopole comme ça, c'est que du jour au lendemain, on donne à un seul homme le pouvoir de décider en permanence des connexions Internet dans le monde entier. On l'a vu pendant la guerre en Ukraine. Et on l'a vu pendant la guerre en Ukraine, effectivement, où les Ukrainiens, les Russes avaient commencé à couper leur communication. Ils se sont rabattus sur Starlink pour pouvoir continuer de communiquer et notamment de gérer les opérations militaires. Toute l'armée ukrainienne utilisait Starlink pour faire ses avancées. Et après quelques coups de fil du Kremlin, Elon Musk a commencé à dire à la fois ça nous coûte cher et peut-être qu'on va couper, sauf si le Pentagone nous finance. Effectivement, donc ça a été un outil de. Donc on a vu le rôle géopolitique en quelque sorte. C'était un bras de fer. On a vu le rôle géopolitique que peut prendre un homme seul, un acteur privé, et c'était du jamais vu dans une guerre. Et ça a aussi un rôle de campagne. Il y a quelques jours, quand la tempête Hélène a émaillé, notamment, il se trouve des États clés, des États pivots dans cette élection. Eh bien, c'est Donald Trump qui est allé sur le terrain et Ivanka Trump, sa fille, aux côtés de décidément, on va la faire tout le temps. Merci. Pour pouvoir déployer justement Starlink et que les victimes de l'ouragan Hélène puissent avoir accès à une connexion. Effectivement, donc c'est aussi un argument électoral, donc c'est un outil militaire, un outil électoral. Il y a quand même une petite question de souveraineté. J'ai lu, Yann Chantrel, que Air France et la SNCF sont en train de passer contrat avec Starlink pour qu'on puisse, nous, dans les avions et dans les trains, regarder des séries sans coupure. On l'a déjà sans Starlink, mais effectivement... Mais ça ira plus vite. Mais il y a un vrai enjeu de souveraineté également, parce qu'on l'a dit, que quand on dit que ces milliardaires ont plus de pouvoir que des États, là, c'en est parfaitement l'illustration. Même en termes d'impact géopolitique, la puissance qu'il a, même au niveau international, le levier qu'il a vis-à-vis de pays, est absolument colossal. Alors, quand on dit qu'il faut de la régulation, c'est justement de la régulation contre ces choses-là. Ça, c'est dangereux. Et la régulation, elle ne se fait pas seule. Elle se fait à plusieurs. Les États-Unis ont un rôle majeur à jouer dans la régulation, justement. Mais le problème, c'est, dépendamment de qui sera élu, vous avez bien vu, on ira plutôt dans un sens ou plutôt dans l'autre. Et ce qu'on espère, en tout cas, je pense qu'on est nombreux ici, parce que cette élection, pour le coup, c'est un mot un peu galvaudé et réellement historique, je pense, parce que là, le régime est en train de changer de nature aux États-Unis si jamais Donald Trump est réélu. Et je pense qu'il y a vraiment un enjeu pour nos démocraties. On a bien vu déjà l'impact que pouvait avoir sa première élection. Sur même nous, en tant que Français, ça a un impact international sur les démocraties qui se réoriente aussi par rapport à ça. Et son deuxième mandat automatiquement sera pire, puisqu'il ne pourra pas se représenter, à moins d'une dérive qui n'est pas permis, en tout cas actuellement, par la Constitution. Et puis il ne refera pas les erreurs de sa première élection où il était relativement mal entouré. Il connaît la machine aussi d'État, et maintenant il a l'expérience, malgré tout. Il n'est pas entouré par les mêmes personnes. Les personnes qui l'entouraient au départ étaient du moins respectaient l'État et permettaient de le canaliser. Ça n'est plus le cas désormais, c'est que des personnes qui sont à sa botte. Donc les dérives seront beaucoup plus colossales et beaucoup plus importantes. Oui, avec la question aussi, et ça rejoint complètement ce que vous nous dites, des liens. On parle de géopolitique, du futur des conflits, notamment du conflit en Ukraine, des liens entre Elon Musk, Donald Trump et Vladimir Poutine, avec ses révélations du Wall Street Journal. C'était le week-end dernier. On va voir la une du Figaro qui a repris les infos du Wall Street Journal. Les coups de fil d'Elon Musk, fervent soutien de Trump à Vladimir Poutine. Il faut juste rappeler, Boris Malanty, vous l'avez dit rapidement tout à l'heure, à quel point Elon Musk pèse dans le programme spatial et militaire américain. Enfin bon, c'est pas rien que cet homme-là soit au téléphone avec Vladimir Poutine, quoi. Complètement. Et il est totalement, par ses entreprises, par SpaceX, il est devenu complètement incontournable. Et ça, quel que soit le résultat de l'élection, il sera toujours incontournable aux États-Unis. Il a un tel monopole sur la conquête spatiale, la conquête privée spatiale, que la NASA ne pourra jamais faire sans lui. Alors, si c'est Donald Trump qui est élu et qu'il est à la tête d'un comité, il pourrait encore plus être incontournable. Est-ce que c'est une information qui peut peser sur la campagne, ça ?
C'est une information qui peut poser problème. À ce stade, honnêtement, je pense que la conférence de presse qu'a tenue cet après-midi Donald Trump dans sa villa de Mar-a-Lago, où on pensait qu'il allait, soyons fous, peut-être pour une fois, si ce n'est s'excuser, en tout cas expliquer que... Après les propos qu'il avait tenus sur les portoricains. Alors, en l'occurrence, que le comédien, l'humoriste avait tenu à Madison Square Garden, sur les portoricains, il n'en a absolument rien été. On a eu 1h15 de show trumpiste pour être un pré-réquisitoire du réquisitoire que Kamala Harris fera ce soir, mais surtout... Alors, il faut expliquer, vous allez trop vite, parce que ce soir, Kamala Harris retourne sur les lieux au Capitole, les lieux du 6 janvier, pour faire un réquisitoire contre Donald Trump. Je ne suis pas certaine à ce stade que cette subtilité-là vraiment réussisse à influer sur des votes à 7 jours d'une élection. Mais ce qu'il faut rappeler, c'est que on la fera à chaque fois, Elon Musk n'est pas le seul milliardaire des big tech, en l'occurrence, à avoir désormais des penchants trumpistes. Émilie et le sénateur le rappelaient tout à l'heure, il y a un pilier auquel s'attaque Elon Musk, en l'occurrence, et Donald Trump, sont les médias. Or, vendredi, le Washington Post, qui est désormais détenu par Jeff Bezos depuis plus de 10 ans, donc le patron d'Amazon, a décidé pour une des premières fois de son histoire de ne pas soutenir de candidat, et surtout l'histoire dans l'histoire, ou l'affaire dans l'affaire, c'est qu'un draft avait été rédigé pour le soutien de Kamala Harris. Sauf que quelques heures avant la publication du Washington Post, ce sont les équipes de Blue Origin, qui est l'entreprise spatiale de Jeff Bezos, qui ont rencontré Donald Trump. Aujourd'hui, Blue Origin, c'est finalement un peu comme SpaceX. Elle dépend de 3 milliards aussi, si je ne dis pas bêtise, ou 5 milliards en l'occurrence sur ce contrat-là, d'un contrat avec la NASA pour pouvoir construire la prochaine navette qui sera capable d'amener et de ramener des astronautes sur la Lune. Vous savez que la Lune, c'est une des obsessions de Donald Trump. Pendant son premier mandat, il a notamment relancé la mission lunaire auprès de la NASA, et finalement Mars l'intéresse beaucoup moins qu'Elon Musk. C'est vraiment la Lune qui veut aller décrocher, sans mauvais jeu de mots. Mais Elon Musk n'est certainement pas le seul patron d'une big tech aujourd'hui à avoir ses penchants trumpistes de circonstances, si j'ose dire. Et parce qu'encore une fois, on l'a dit beaucoup sur ce plateau, la tech américaine, elle est perfusée de subventions fédérales. Allez, un tout dernier mot. Pourquoi vous l'avez titré le bonimenteur? Vous faites référence à Houdini, c'est ça? Je fais référence notamment à Houdini, mais c'est aussi parce qu'il aime se présenter en self-made man, en créateur de Tesla, en inventeur génial, etc. Et je voulais aller un peu dans les détails de son histoire et montrer que régulièrement, c'est pas tout à fait vrai. Oui, effectivement, et encore, c'est une litote. Merci beaucoup, merci à tous d'avoir participé à ce débat qui était passionnant. Votre livre est aux éditions du Rocher. Je vous dis à demain 18h-22h pour un nouveau numéro de Sens Public. Vous pouvez également retrouver nos débats sur publicsénat.fr et en podcast. Voilà, vous faites votre footing, vous branchez les oreillettes, vous écoutez Émilie nous parler d'Elon Musk et du complotisme. Ça marche très bien, c'est sur toutes les plateformes d'écoute. Prochain rendez-vous, la matinale. Oriane Mancini qui reçoit Antoine Basbous, le politologue et directeur de l'Observatoire des pays arabes. Bonne soirée, merci encore. Merci.